bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons partir à la chasse au trésor et pas n'importe quel trésor. Certains parlent du trésor des Visigoths avec à la clé l'arche d'alliance qui contient les tables de la loi que Dieu a données à Moïse, qui contient également le Graal, la Ménorah. On a parlé aussi du trésor des Templiers avec une montagne d'or et de pierres précieuses, ou encore d'une descendance de Jésus-Christ, descendance reconnaissable à son sang bleu. Tout cela est parti du fond du 19e siècle. L'histoire est née dans un petit village de l'Aude, nommé Rennes-le-Château. Son curé d'alors est devenu étrangement riche du jour au lendemain. Alors qu'a-t-il découvert? Un trésor? Une bonne combine, un secret qu'il a monnayé, c'est ce que nous allons tenter de découvrir ce soir avec mon invité, Jean-Yves Gaucher. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de la publication d'un trimestriel, d'un bimestriel ou trimestriel? Bimestriel, avec voilà. Des hors-série, ça fait 7 numéros par an. Voilà, qui s'appelle Effervescience. Votre revue a consacré un très long article à l'histoire de la Bessonnière, de Rennes-le-Château, puisque c'est de lui dont il s'agit. En quelques mots, quelle est la ligne éditoriale d'Effervescience? C'est une revue qui se situe un petit peu en marge de la presse scientifique traditionnelle, Ouais. en ce sens qu'elle va chercher des explications, pas forcément là où les chercheurs classiques situent leur domaine de compétences. Mhm. Et donc cette revue, on peut s'y abonner, autant se Elle est dans connecter les kiosques, directement. hein. Elle est dans les kiosques. Alors, elle est dans à peu près un kiosque sur 4. En gros, donc Ouais. il faut peut-être faire 2-3 kiosques avant de le trouver. Mais les kiosques à peu près bien approvisionnés Ouais, ont le journal. de toute façon. Voilà. Alors, le site internet, c'est effervescience.com, Oui. science au pluriel, hein, Science au effervescience en un seul mot, effervescience.com, et là, on a toutes les infos, et puis on peut même avoir les anciens numéros, dont celui notamment, qui consacre un très très long article sur Rennes-le-Château, et très complet. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai demandé d'être mon invité ce soir à l'antenne de Sud Radio. Alors, vous le savez, vous qui nous écoutez, vos commentaires, vos remarques sont les bienvenus. Si vous êtes allé à Rennes-le-Château, eh bien, venez nous en parler. Si vous avez fait des recherches, évidemment, dites-le nous. Vous nous appelez au standard. Morad est là pour vous accueillir au 0826 300 300, 0826 300 300, ou encore, vous pouvez me contacter directement par SMS avec votre portable au 71 200 précédé du mot Sud. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Jean-Yves Gaucher, directeur de la publication du magazine Effervescience. On va commencer par, évidemment, l'histoire de ce village, tout petit village de Rennes-le-Château, dans l'Aude. Alors, nous sommes à la fin du 19e siècle. Avant de développer l'histoire en elle-même de la Bessonnière, je crois que il est important de planter un peu le décor. Qu'est-ce qui se passe en France, fin du 19e siècle? D'abord, une espèce de décor comme ça, politico-social, pour que l'on sache un petit peu dans quel jus on baigne. Eh bien, si on prend le Razès, donc cette province dans la province, dans le département de l'Aude, c'est un pays pauvre. D'abord, qui est vraiment pauvre. Les gens travaillent dur pour pas grand-chose et ils sont en même temps très croyants. Ils sont traditionnellement attachés à la terre et ils sont dans un état un peu de suggestion cléricale. Ils sont très forts. Le curé est quelqu'un de très très important. Et la Révolution est passée par là. La Révolution a fait pas mal de coupes sombres à la fois chez les curés et à la fois chez les nobles. Coupes sombres soit physiques, soit du fait de l'émigration. Et ça laisse des fractures dans les esprits. Et ces fractures vont être exacerbées avec les lois du père Thiers, donc après la guerre de 70, avec la République, la Troisième République, qui fait un changement énorme par rapport donc au régime précédent de Louis-Napoléon III.
avec la séparation de l'Église et de l'État qui se met en place. Là, c'est une vraie révolution. Une révolution oui, totale et une guerre absolue. Une guerre absolue. Et on comprend pas, ne serait-ce que le dixième de la Bessonnière, si on ne se met pas en tête que d'un côté, on a les républicains qui sont les patrons de l'État, qui sont les patrons du département et qui n'aiment pas les curés et qui sont des laïcs forcenés, c'est clair. Qui n'aiment pas les curés et qui sont donc des papistes. Les mots sont violents. Ils se disent eux-mêmes les hussards noirs de la République. Ce sont des gens qui sont profession anticléricale. Et de l'autre côté, vous avez une bourgeoisie terrienne qui est croyante, mais deuxièmement dont le statut social repose beaucoup sur l'Église en fait. Évidemment. Et donc qui se raccrochent et qui vont être du côté de Monsieur le curé dans chaque village. Donc voilà dans quelle ambiance et il faut bien se remémorer parce que maintenant ça paraît tellement lointain et tellement évident ce principe de la séparation de l'Église et de l'État que à cette époque-là ça avait été une véritable révolution, vraiment. Oui. Il y avait alors ça a été encore pire en 1910 si je me souviens bien lors de à nouveau la nationalisation des biens de l'Église. Ça a été encore pire après. Mais enfin, là, c'était déjà bien tranché. Alors, la Bessonnière arrive à Rennes-le-Château, à peu près en quelle période et d'où vient-il? Décrivez-nous un petit peu ce personnage qui avait fait un petit séminaire assez poussif quand même. Oui, il avait... Pas brillant, quoi. La preuve, il s'est retrouvé là en même temps. Oui, alors enfin, c'est plus le cas maintenant. Tout le monde peut aller à l'école, tout le monde peut aller au lycée, mais à l'époque, quand dans une famille pauvre, l'aîné avait la terre, et puis ensuite il y avait le curé, et après l'armée. Le curé, l'armée. Donc être curé, c'était pas si mal quand même. Et il y a c'était un échappatoire de toute façon au servage quasiment. Qui était la règle si on n'était pas l'aîné, quoi. Alors donc, on allait au séminaire et on était choisi quand même par ses compétences ou pas, parce qu'il y en a qui ont été au séminaire et qui n'ont pas fait grand-chose quand même. D'autant qu'ils avaient le choix, quoi. Les séminaires, c'était il y avait un monde fou dans les séminaires. J'imagine. Donc, pour certains, c'était une manière de faire des études et d'autres de se faire une carrière ecclésiastique. Donc lui, il a choisi la carrière, on va dire. Il avait un frère d'ailleurs, un frère cadet dont on reparlera sans doute, parce que lui c'était un sacré numéro, et qui s'appelait Alfred. Et donc le Béranger Saunière, donc l'aîné de son frère cadet, fait ses études. Il est né d'abord dans l'Aude. Il était vraiment du coin. Il parlait la langue. Il était complètement imprégné de la culture du coin. Et donc, il fait ses études et il est d'abord curé dans un autre village qui s'appelle le Clat. Quand il est envoyé à Rennes-le-Château, certains ont dit c'était une espèce de punition parce que vraiment il y a des comparaisons avec ça qui me viennent tout de suite là avec Don Camillo. Quand Don Camillo est expédié, je ne sais pas si vous avez vu ce film, alors que la population était pour lui, parce que pour des raisons politiques, il s'est opposé à Pépone, et on l'envoie dans une espèce de trou perdu. Et ça fait penser vraiment à ça. Et donc lui, il arrive là-dedans, avec un presbytère en ruine, une maison complètement à l'abandon, qui était à l'unisson de ce qu'il y avait dans le village. Vraiment, c'était très moche. Alors, il faut dire que Rennes-le-Château, si c'est un très charmant petit village d'ailleurs qui mérite la visite actuellement parce que il y a des vieilles pierres, c'est joli et puis bon. Et surtout une très belle vue. Oui. On voit tout autour, c'est magnifique. Et le village, c'est un village comme un autre.
et qui a l'église de la Bessonnière, etc. Enfin, je veux dire, il y a des choses à visiter. On y reviendra tout à l'heure. Mais il doit y avoir combien dans le village? 200, 100, à l'époque, 150 habitants. À l'époque, à cette époque, c'était à peu près sensiblement la même chose. Sans doute, oui. Et c'est extrêmement pauvre. Enfin, je veux dire, sur un petit piton rocheux comme ça, dans l'Aude, au fin fond de l'Aude, c'était vraiment. On imagine la tête de Béranger Saunière quand il arrive avec ses valises, qu'il grimpe à pied sûrement, ce petit piton, et qu'il arrive dans ce village extrêmement pauvre. Le moral devait être pas loin d'être dans les chaussettes quand même. Ouais. Et il est encore plus pauvre parce qu'il est à peine arrivé, qu'il fait déjà un scandale. Il fait un prêche très musclé, anti-républicain, et comme c'est l'État qui lui paye son traitement, on lui coupe son traitement, lui disant la prochaine fois tu réfléchiras. Et c'était pas tout perdu. C'était pas tout perdu parce que il est reconnu comme étant un curé de choc par les monarchistes, qui sont eux évidemment du côté du pape et de la religion. De l'Église. Donc ça lui permet d'être reconnu par tout un cénacle de gens dont le métier la position était d'entretenir justement une espèce de résistance anticléricale, anti-républicaine, dont la tête de liste, si on peut dire, était la comtesse de Chambord. Comtesse de Chambord, qui était très proche donc des milieux ultra monarchistes et qui était riche. Et qui aidait, comme ça, au coup par coup, tous les curés qui avaient l'air de défendre leur cause. Voilà, évidemment. de défendre leur cause. Et on va en reparler avec encore, quand on reparlera du frère, on reparlera de cette comtesse du Chambord qui a aidé également un autre curé qui était pas loin de là, dont on parlera, qui s'appelle Louis de Coma. Alors, elle lui fait, je ne sais pas si on peut dire un chèque, mais en tout cas, il reçoit une forte somme. 3 000 francs. 3 000 francs, c'est pas mal. Pour l'époque, c'était énorme. Ouais, c'est pas mal. Et avec ça, donc, il peut restaurer l'église. Voilà. En montrant aux gens que c'est leur église et que avec les monarchistes, au moins ils auront une église où venir prier, se recueillir dans le giron, où il n'y aura pas de courant d'air, et où on pourra même petit à petit mettre des nouvelles statues et améliorer, on va dire, l'ordinaire de cette église. Alors, c'est à partir de là que l'histoire commence réellement à devenir intéressante. La Bessonnière décide de commencer des travaux dans cette église. Et qu'est-ce qui se passe? En 86. En 1886. 1800, bien sûr. Notons au passage, parce que ça aura des conséquences à très long terme, qu'il est tout seul. Il vit tout seul. Je ne sais pas s'il est doué pour la cuisine, mais il aime pas ça, en tout cas. Et il se dit, je vais avoir quelqu'un pour s'occuper à la fois de mon ménage, de ma cuisine, et puis des petits travaux du jardin, etc. Et il prend toute une famille. Toute une famille, il va héberger toute une famille qui s'appelle Desnarnaud, qui donc était de la région. Je ne sais pas s'ils étaient du village vraiment, mais à partir de là, le presbytère, qui était vraiment une ruine, est habité par cette famille Desnarnaud, dont il gardera ensuite une des filles, Marie. Dont on pense qu'il vivait maritalement. Oui. Enfin, dont on pense, on en est quasiment sûr. Enfin, à peu près, quoi. Et donc les travaux. Alors les travaux, il y a les travaux et puis ce qu'on a dit des travaux. Voilà. Il fait des travaux qui l'ont poussé à creuser. À creuser et à s'intéresser au-delà d'ailleurs de l'église, au cimetière qui y a autour. Et puis on l'a vu, même carrément être un peu fouineur dans au niveau du cimetière, ce qui fait que il y a des gens du village qui en avaient marre déjà. Bon, ça fait partie des choses sûres. Une autre chose sûre, c'est que
petit à petit, il avait de l'argent. Ça se voyait sur une soutane neuve, ça se voyait sur l'alimentation il allait plus demander aux voisins d'à côté s'il pouvait lui prendre des concombres, des tomates ou un jambon. Il faisait venir de Cuisa, il faisait venir des bons vins et petit à petit des mets de qualité. Ouais. Ça se voyait aussi petit à petit avec tout l'argent qu'il pouvait mettre dans son presbytère et dans l'église qu'il a transformé en une dizaine d'années pour des valeurs qu'on connaît, puisqu'on a tous les devis et les factures d'un entrepreneur qui s'appelait Blot et qui c'était noir sur blanc. Tout à fait. Il y avait ce qui n'était pas noir sur blanc, c'est d'où venait l'argent. Ça, c'est pas noir sur blanc. Mais en attendant, là, les dépenses, elles étaient tout à fait comptées, officielles, et ça lui a valu d'ailleurs pas mal d'ennuis. Après, on en parlera avec sa hiérarchie. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on va essayer de creuser d'où vient cet argent. Mais là, on sent sa situation, les gens du village voient sa situation s'améliorer de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement confortable quand même. Oui. C'est un notable. Il est passé de petit curé casse-pied pour sa hiérarchie, puisque si on l'a envoyé là, il y avait des raisons. Ouais. Deuxièmement, casse-pied pour l'administration du département, les maires voisins, etc., parce que ils sont pas du même bord. À petit à petit, mais c'est pas du jour au lendemain, mais à quelqu'un qui était un notable, qui pouvait se permettre même d'inviter à des libations qui étaient connues, puisque les gens n'en faisaient pas mystère autour, des libations avec des gens qui venaient même de Toulouse, parfois même de Paris, et des gens connus qui étaient soit des politiques, alors c'était plutôt des politiques, on va dire, un peu centristes, on dirait maintenant, souvent francs-maçons. Alors là-dessus va démarrer toute une littérature pour faire joindre les choses. Et puis des gens également on dirait du showbiz maintenant, dénommés Calvé, donc Emma Calvé, qui était cantatrice et qui habitait plutôt dans l'Aveyron. Quand elle n'était pas à Paris, elle était aussi, elle est venue plusieurs fois chez Saunière. Ça faisait quand même du beau linge chez ce petit curé de campagne qui était censé ne pas avoir le sou quand même. Ouais, mais il était censé au début. Et puis après, il en avait. Parce que du rhum qu'il faisait. Alors il voyageait aussi. Des Antilles. Il voyageait, ça coûte aussi de voyager. Oui, ça aussi. Il partait souvent et revenait avec des sous. Et revenait en général, oui. C'est là qu'il payait ses entrepreneurs. Ses factures. Voilà. Ouais. Alors, revenons un petit peu en arrière concernant les travaux qu'il a effectués dans son église. Est-ce que il y a un parallèle que l'on peut faire entre les travaux et puis le début de la fortune? Alors, oui. Dans les temps, oui, parce que il a fait des travaux et en parallèlement, il a pu d'abord les financer. Oui. Il y a l'argent de Chambord, il y a longtemps qu'il n'y en avait plus. Oui. Donc, c'était des travaux après extérieurs ou alors pour sa maison et ensuite son argent de poche, qui était une grosse poche. Donc, si on peut dire qu'il y a un parallèle dans le temps, ça ne veut pas dire qu'il y a un parallèle, ou tout au moins qu'il y a un rapport de cause à effet. D'accord, parce que évidemment l'histoire dit que en travaillant, en faisant des travaux dans son église, il aurait découvert dans un pilier creux des parchemins, des documents. Voilà, ça c'est le début de la légende. Oui. Et ce début de la légende, on va finir peut-être de raconter ce qu'on sait de manière historique sur l'abbé Saunière. Bon, l'abbé Saunière, voilà, ouais. Il a fait tous ses travaux, il a été très riche. Et puis, il a eu des ennuis avec sa hiérarchie, du jour au lendemain. Alors, bizarrement, c'est à la suite du changement de pape. Oui. Il laisserait à penser qu'il était couvert par le pape précédent.
On l'embêtait pas. Et changement de pape, et d'un seul coup, Blam, ça tombe. Blam, l'évêque de Carcassonne, lui charge des noises, et des noises sévères, parce que on lui a interdit la messe, de dire la messe. Donc il y avait un pauvre curé qu'on a envoyé à sa place dans l'église, mais les gens allaient quand même dans le presbytère pour écouter la messe par leur curé à eux. Béranger Saunière. Voilà. Alors on retrouve du Don Camillo plein pot là. Ah oui. Et l'autre curé remplaçant n'avait personne à l'église. Il y avait peut-être l'instituteur qui voulait faire un peu masse pour... Je sais pas, j'y étais pas. Mais voilà, on l'a embêté comme ça. On lui a... Et puis, il a eu un procès. Véritablement, un procès où il a fallu qu'il ait un avocat, qui était lui-même un curé. Et pendant toute la période de ce procès, il s'est appauvri. Il n'avait plus un rond. Il n'avait plus un rond. Et il y a eu encore un changement de pape. Et à partir de là, il s'est remis à faire des projets. On était pendant la Première Guerre mondiale. Et il a même fait faire des devis pour une route, pour lui payer une route pour monter de Cuisac, qui est en bas, jusqu'à la Bessonnière, jusqu'à Rennes-le-Château. Il y avait qu'un chemin muletier jusque-là, et lui, il voulait payer une route. Et il est mort. Il est mort avant donc de pouvoir mettre en route ces nouveaux travaux. Et à partir de là, donc tous ces cas, un nouveau curé est arrivé. On n'en parlait plus. Il y avait toujours quelques vieux du village ou des gens qui côtoyaient d'ailleurs sa légataire universelle qui était Marie Desnarnaud. Étant donné que le presbytère lui appartenait en propre, il lui avait légué le presbytère, le jardin, la tour, mais elle n'avait pas beaucoup de ressources par ailleurs. Ce qui fait que quand un jour un aventureux ou un aventurier qui s'appelle Monsieur Corbu est arrivé dans le secteur, et c'était un monsieur qui avait une vie un peu mouvementée pendant la guerre. Ensuite, il était au Maroc. Enfin, c'était un petit chevalier d'industrie qui montait des coups par-ci par-là. Et il est arrivé. Il était en mauvais état financier quand il est arrivé à Rennes. Et on lui a expliqué, le curé, Marie Desnarnaud. On lui a raconté l'histoire du curé. Et lui, il a fait tilt tout de suite. Il a dit là, c'est peut-être un truc pour moi. Là, il y a un truc à creuser, au sens propre et figuré d'ailleurs. Donc, il a organisé un pique-nique. Il fallait venir à Rennes-le-Château dans les années 46 ou 47 pour faire un pique-nique en voiture. Il y avait pas, il y avait un chemin, mais enfin. Et il a été demandé de l'eau à Marie Desnarnaud. Et ça y est, l'entrée en matière était prise, et ils se sont plus quittés. Ce qui fait que ils ont pris Marie Desnarnaud. Ça a été le contraire. Ils l'ont pris dans leur famille. Voilà. Et ils lui ont acheté la maison de Saunière. Alors, il faut bien préciser, pour faire le tour complet de la situation, après on fera une pause, que l'abbé Saunière avait été un abbé constructeur. Il avait fait construire pas mal de belles choses d'ailleurs autour de son église. Dans l'esprit esthétique du 19e siècle, qui adore le Moyen-Âge et qui adore les bondieuseries. En gros, tout à fait. C'est un style maintenant reconnu, disons. Et d'ailleurs, faut pas trop critiquer, parce que c'était fait à Toulouse. C'est le statuaire Giscard, vous savez, rue de la Colonne, là, qui faisait l'essentiel des décorations, des statuettes qui ont orné donc et qui ornent toujours l'église de Rennes-le-Château. Bon, faut dire, dont le fameux diable bénitier, etc. Exactement. Mais faut dire que Giscard, il a inondé la France avec ce genre
de statuaire. Ouais. C'était une entreprise énorme. Ouais. Voilà. Alors, il y a eu la réfection de l'église, il y a eu le jardin qui est en face de l'église, Oui. et il y a eu la tour Magdala. La tour, oui. Et il devait y en avoir une autre après, Ouais. quand il s'est plus senti... Oui, il voulait faire une tour de 40 mètres de haut, Oui, je oui, crois, un truc enfin, gigantesque, un truc ouais. absolument fou. Et il y a eu cette sorte de comment on pourrait appeler ça, d'hospice pour curés nécessiteux, qui a jamais vu de curé nécessiteux d'ailleurs de sa vie, qui est une maison très confortable pour Rennes-le-Château. Oui, c'est la plus belle maison, à part le château. Ouais, À ouais, part le château, ouais. c'est la plus belle maison. Toujours dans un style néo, je ne sais quoi. Ouais. Très, très particulier. Ouais, ouais. Donc il y a eu des sous de dépensés, je veux dire. Ah bah oui, c'était, oui, tout à fait. joli domaine qu'il a cédé à Marie Desnarnaud, Absolument. qui avait été sa bonne entre guillemets pendant toute sa vie, Exactement. ou quasiment. Et donc que Noël Corbu reprend suite à la guerre, et c'est Corbu, on va en reparler tout à l'heure, qui lance pour de vrai l'affaire Saunière. Voilà, nous allons Et y qui revenir. parle de trésor, parce Ah, que jusqu'à présent on parlait pas de trésor. On parlait pas de trésor. On parlait d'argent de curés riches, Ouais. et là avec Noël Corbu, on parle de trésor. Et c'est là que ça va vraiment commencer et que l'on va reprendre l'histoire depuis le début, vue par Noël Corbu cette fois-ci. Et vous allez voir, il y a d'autres personnages qui vont rentrer en lice et qui, eux, vont faire gonfler cette histoire de manière extraordinaire jusqu'au Da Vinci Code avec un certain Dan Brown. Vos réactions, vos questions, vos commentaires, 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez également me contacter si vous voulez que je pose des questions particulières à mon invité Jean-Yves Gaucher par SMS 71 200. Vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Avec mon invité Jean-Yves Gaucher, directeur de la publication du magazine Effervescience, qui a consacré dans son numéro de septembre-octobre 2006, que vous pouvez retrouver d'ailleurs auprès d'Effervescience sur le site effervescience.com, science au pluriel, un dossier très complet sur l'affaire de Rennes-le-Château et les facéties de tous les personnages qui ont gravité autour de cette affaire Rennes-le-Château dans l'Aude, dont on dit que, selon la légende, l'abbé Béranger Saunière aurait découvert un trésor extraordinaire qui lui aurait permis de devenir riche, très riche. Alors, Jean-Yves Gaucher, vous nous avez relaté l'histoire, les faits, rien que les faits, on va dire ce qui s'est passé de manière historique concernant directement l'abbé Béranger Saunière. Maintenant, on en est à la période Béranger Saunière est mort, 1917. Marie Desnarnaud, sa bonne, a hérité de tout le domaine. Elle s'est retrouvée sans le sou. Ça aussi, ça posera la question de s'il y avait trésor, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pioché dedans, la pauvrette. Ouais. Donc bref, c'était peut-être pas un trésor. Ça, on va y revenir. Donc, elle s'est retrouvée dans le sou, ça a commencé à péricliter gentiment, jusqu'à ce qu'un certain Noël Corbu, un aventurier en mal de quoi réaliser, de là où s'installer pour faire fructifier ses idées et peut-être un possible magot, découvre cette histoire de Rennes-le-Château, découvre cette histoire de l'abbé qui est devenu riche, prend Marie Desnarnaud avec sa famille sous son aile, récupère tout le domaine. Absolument. Et c'est à partir de lui que la légende du trésor naît. Vraiment. Tout à fait. C'est lui qui l'a. Nous sommes en 46-47. Il l'a initié, je dis qu'il l'a créé, parce que c'est une légende. Enfin, c'est une belle histoire. On sait pas trop comment le dire, mais en tout cas, cette légende du curé millionnaire à l'époque. Oui, ce qui veut dire milliardaire actuellement. Ouais, vraiment. A été initié par Corbu, qui dans un premier temps s'en est servi pour appâter des clients dans son restaurant, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que il avait un menu très moyen d'ailleurs, mais il aimait raconter, et les gens venaient pour l'entendre raconter une belle histoire. Ouais. Donc au début, c'était des gens qui venaient
en Des bas de alentours, la oui, vallée, de la Puisade, un peu plus loin. Qui connaissait Rennes. Il y avait quelques curistes peut-être de Rennes-les-Bains. Hein, bon, oui. Bon, il fallait y venir là-haut. Hein, quand même. Rennes, non mais c'était Paumé, hein, c'est Paumé de chez Paumé de toute façon. Et donc lui racontait ça et il avait tout un tas de pièces parce qu'il avait en même temps tout le grenier avec des tiroirs entiers de factures, de correspondances. Il a quand même fait un sacré boulot, justement, pour bien montrer que, premièrement, ce curé avait été très riche, et ça, alors, il y avait des photos, lui, il avait tout ça. Donc, il s'était accroché au mur, c'était comme une visite guidée c'était une sorte de Disneyland, Saunière. Mini Disneyland. Ouais. De Saunière. Et donc, les gens sont venus jusqu'au moment où des rédacteurs de la Dépêche du Midi, ils sont allés aussi. Et ont fait un article qui a fait des petits, on va dire, qui a été cette fois-ci lu largement en dehors de la petite zone de l'Aude, ou éventuellement un peu plus la Haute-Garonne, un peu de gens qui connaissaient ça, mais vous savez, des histoires de curés un peu fantasques ou de gens qui sont devenus riches comme ça assez vite. Il y en a dans beaucoup de villages. Oui. Hein, donc bon, bah tant mieux pour lui. Hein. Là, on était en 55-56 à peu près, hein, quand la Dépêche commence à parler justement de cette histoire de curé étrangement devenu riche. Et alors, selon Noël Corbu, il racontait quoi à ses clients? Ben lui, il racontait. Alors, lui, il connaissait encore quelques gens vivants qui avaient connu. C'était pas du oui-dire. Il y avait encore quelques témoins qui se souvenaient, entre guillemets, que effectivement, c'est au cours des travaux, quand on a creusé la fameuse dalle qui était sous le maître-autel, que ça sonnait un peu bizarrement. Il y avait un chaudron. Dans le chaudron, ça sonnait un peu comme si c'était des pièces d'or et ça brillait dans le noir. Saunière a dit à tout le monde d'aller dégager, ça vous regarde pas. Et premièrement, donc il a trouvé quelque chose. Et puis il y a aussi le fameux pilier visigothique ou pas creux dans lequel il a trouvé cette fois-ci des parchemins. Voilà. Donc ça c'est la version Corbu pour on va dire pour intéresser des gens qui reviendront et qui enverront du monde dans son restaurant. Cela dit, parmi les convives qu'il a eus, il y a une équipe, il y a eu des gens style chasseurs de trésors qui ont commencé à traîner un peu plus que dans son restaurant. Hein. Ils ont commencé à aller dans le cimetière, on les retrouvait partout. Et ça a commencé un petit peu à agacer les gens. Ça faisait tourner le restaurant, mais ça a cassé les pieds à toute la région parce que ça n'apportait rien d'autre. Hein. Et puis donc, l'article de la Dépêche, a vraiment, c'était un article en feuilleton. Hein. Et donc, ça a vraiment relancé les choses et ça a attiré, en plus des chasseurs de trésors, des personnages dont on va maintenant petit à petit parler. Des gens qui s'étaient déjà mis en route dans d'autres histoires de trésors, mais cette fois-ci au nord de la France, à Gisors. Nous avons nommé Pierre Plantard, le célèbre Plantard et Cerizet, accompagné de quelqu'un qui est du coin, Gérard de Sède, un personnage lui aussi assez truculent. On en parlera tout à l'heure, et qui a une plume, plume intéressante, et qui ne voyait pas, qui pouvait pas voir un mystère sans pondre un bouquin sur le mystère. Alors, en ce qui concerne Noël Corbu, pour qu'on soit bien dans le sens chronologique. Lui, il parle de la dalle sous le maître-autel, du chaudron avec des pièces d'or. Donc c'est lui qui initie cette légende du trésor, ce pilier creux dans lequel l'abbé Saunière avait trouvé des parchemins. Et donc, à partir de là, le bon abbé a commencé à avoir de l'argent et à devenir très riche.
Qu'est-ce qu'il a dit encore, Noël Corbu? Corbu, jusqu'où il est-ce disait qu'il trop était rien. Pour lui, il y avait un trésor. Voilà. Peut-être. Alors, lui, quel trésor? Par contre, Corbu, lui, c'était les Visigoths. C'était les Visigoths. Ouais. Et un trésor aussi de la Blanche de Castille. D'accord. Il savait pas trop. Mhm. Il savait pas trop. Enfin, ça comme représentait il y avait un trésor, il fallait bien que Ouais. ça soit un vieux trésor Bien sûr. qui datait, Visigoth, puisque il y avait tout un historique Visigoth dans la région, dans l'Eurasies. Mhm. Donc ça pouvait être tout à fait ça. Ouais. Et donc il y avait dans ce trésor Visigoth, il y avait un trésor, on va dire mythique, de puissance religieuse, mais il y avait aussi de l'or, tout simplement. Bien sûr. Alors, mythique et de puissance religieuse, parce que les Visigoths, après avoir pillé Rome, avaient emporté la Ménorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, l'arche d'alliance, et que sais-je d'autre, plus des monceaux d'or et de pierres précieuses. Voilà. Donc, et le trésor de Blanche de Castille, c'était également des montagnes d'or. Enfin, c'était pas mal d'or, quoi. Ça allait bien. Donc, il précisait pas trop, Corbu. D'accord. Il laissait un peu choisir à celui qui l'écoutait. Menu à la carte. Voilà. Vous choisissez. Voilà. Ouais. Donc, et alors, là-dessus, arrive Pierre Plantard. Alors, le personnage. Pierre Plantard, qui est-ce d'abord? Alors, Plantard, c'est un sacré bonhomme. Plantard, c'est un monsieur qui avait essayé d'être curé, bizarrement. Et puis, je crois, on le sait pas trop, mais il a pas pu. On n'a pas voulu de lui. Et donc, il était, comment on dit? Je cherche le mot, pas bedeau, sacristain. Ouais. Sacristain à Paris, dans une église. Et il avait, en dehors de ça, des activités ésotériques, des activités associatives, où il était toujours chef de quelque chose. Ouais. Il fallait qu'il soit chef. Il avait, son ego était démesuré. Et alors il changeait de nom, par exemple, il s'appelait Pierre Plantard, mais il signait Pierre de France. Ah, Pierre de France. Ça le fait plus quand même. Voilà. Ouais, ça le fait plus quand même. Ouais. Et c'est un personnage qui se voyait vraiment avec un destin extraordinaire. Enfin, c'est venu petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver dans la situation. On est en 36, on est en 37. Il y a des événements qui se préparent. Les gens le pressentent. Et puis l'ésotérisme est puissant aussi à cette époque-là. La franc-maçonnerie, tout un tas de petites sociétés secrètes qui se montent par-ci, les Rosicruciens bien sûr. Et Plantard, il en loupe pas une. Il est dans un camp. Jusqu'au moment où il crée lui-même. Un ordre qui s'appelle Alpha Galate. Avec un autre aventurier qui finira mal. Et arrive la guerre. Alors la guerre, pendant la guerre, il va en prison. Il va en prison parce que il est surveillé par la police. Et on se méfie de lui, on sait pas trop. Donc on le met un peu à l'écart. Après il ressortira, mais ça lui sera très utile parce que il pourra dire moi j'ai été torturé par les Allemands. Et quand il remonte à une nouvelle association après la fin de la guerre, il se prévaut à ce moment-là d'avoir d'une part monté à une espèce d'ordre de chevalerie avec un journal qui s'appelait Vaincre, où il s'appelle donc Pierre de France, et en même temps d'avoir été dans les prisons, dans les geôles, non pas du tout des Allemands, mais c'était la police française, d'avoir été prisonnier de droit commun, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Ni plus ni moins. Alors, je crois pas qu'il ait fait de délit d'ailleurs, mais c'était un emmerdeur, quoi. On l'a mis de côté parce qu'il fallait pas grand-chose pour être un emmerdeur dans ces années noires. Bon, ben là. Et alors, comment est-ce que il découvre ou qu'il tombe sur ce filon, ce qui va être pour lui un filon, Rennes-le-Château?
Alors, avant la case Rennes-le-Château, il y a une autre case qui s'appelle Gisors. Ouais. C'est-à-dire que lui, il est, dans son cerveau, c'est en train de monter en puissance que il peut jouer sur les événements, il peut s'imprégner de tout un passé flamboyant de l'histoire de France, et ça commence à monter dans sa tête, parce que c'est quand même pathologique. Là, on est dans un domaine. C'est un mythomane. Je suis pas neurologue ni psycho, mais c'est-à-dire, il commence à dériver dans sa tête. Ouais. Et par contre, il s'intéresse, il est quand même cultivé au niveau, en particulier, de l'histoire de France. Et donc, quand il voit le reportage, alors je crois que c'est dans Paris Match, mais enfin, du conservateur d'une ruine du côté de Gisors, qui dit avoir fait des découvertes, tout de suite ça lui fait tilt, et il va avec un premier compagnon qui est Gérard de Sède, avec lequel ils s'entendent très bien à ce moment-là. Ils vont mettre en route par l'ouvrage de Gérard de Sède, mais qui est quasiment écrit à deux mains avec Plantard. Les Templiers sont parmi nous, il y a un trésor sous Gisors, à tel endroit, etc. Et alors là, ça déclenche. Alors là, c'est le premier, c'est le coup d'essai, on va dire, qui va être pas du tout un coup de maître, parce que là aussi, il déclenche des journaux qui vont suivre Gérard de Sède en disant « Ah là là, il y a un trésor. Sous Gisors, il y a un trésor. En plus, ils disent l'endroit où est ce trésor, donc etc. » là, eux, ils y vont, ils trouvent rien, il n'y a rien du tout. Mais il y a des gens qui commencent, les chasseurs de trésors, à venir quick. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, André Malraux, qui est ministre de tout ce qui concerne la culture, l'archéologie, dit bon, ça suffit. On va creuser pour de bon, écartez-vous, écartez-vous, on va creuser. Ils ont creusé, ils n'ont rien trouvé. Voilà. Rien. Donc, les autres, son bouquin, il tombait à plat. Plantard, c'est pareil, ça n'allait pas plus loin pour leur histoire. Donc, il leur fallait atterrir ailleurs. Et c'est au même moment où la Dépêche avait publié son feuilleton sur Rennes-le-Château. Et ça avait été repris par là. La télévision française avait même fait une espèce de reportage historique, enfin pseudo-historique. Et ça y est, les deux, non, ça ne. Ils ont fait ni une ni deux, ils ont dit c'est là, on va le refaire. Ouais. Alors Pierre Plantard, Gérard de Sède entrent en scène, et c'est à ce moment-là que l'affaire va prendre une ampleur romantique et historique tout à fait insoupçonnée, ampleur que l'on connaît maintenant de nos jours. Une nouvelle pause, et on se retrouve dans quelques instants avec Jean-Yves Gaucher, mon invité, pour découvrir ce que Pierre Plantard et Gérard de Sède ont pu amener dans cette belle histoire du trésor de Rennes-le-Château. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300 si vous voulez apporter un commentaire, une question ou nous parler de Rennes-le-Château, vous êtes les bienvenus, ou encore par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous écrivez votre texte et vous nous envoyez le tout au 71 200. Jean-Yves Gaucher du magazine Effervescence est en ma compagnie. Alors Jean-Yves Gaucher, Pierre Plantard, Gérard de Sède, après un coup d'essai infructueux, le premier étage de la fusée, on va dire, qui a fait un flop en ce qui concerne l'affaire de Gisors, les Templiers, le trésor des Templiers, etc., se sont rabattus, se sont dit il faut absolument qu'on rebondisse sur quelque chose d'autre, fort de l'expérience, de la première expérience. Maintenant, on sait ce qu'il ne faut pas faire, on sait ce qu'il faut faire. Là, ils découvrent, par l'intermédiaire de la télé, des journaux, cette petite histoire anecdotique concernant ce petit village de l'Aude, Rennes-le-Château. Et là, ils vont s'en emparer, mais il faut que l'on parle d'un troisième larron, troisième personnage qui va avoir son importance dans cette affaire, un aristocrate belge qui rejoint le trio, Philippe de Chérizet. Alors,
on retrouve tous nos personnages qui vont être au même moment et en une seule fois à Rennes-le-Château. Il y a toujours Corbu, pas Bien oublier, sûr, qui a son restaurant et qui continue à développer Corbu. son histoire. Arrivent nos deux échaudés, nos deux écrivains et chercheurs échaudés par l'affaire de Gisors, donc de Sède et puis Plantard. Ils vont, alors si vous voulez, Corbu, lui, c'est un trésor. Oui. C'est un trésor. C'est palpable. Pour lui, il y a un trésor. Il y a un trésor. Ouais, à découvrir. Alors, de Sède et Plantard, le trésor, ils en étaient ressortis plutôt mal du coup du trésor, parce que quand on trouve pas de trésor, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis ça, on peut le prouver. Enfin, en tout cas, à Gisors, ça avait été flamboyant. Alors, peut-être qu'il fallait que le trésor, ça soit autre chose que de l'or, vraiment. Il fallait que ça soit beaucoup d'argent. Il fallait que ça soit quelque chose peut-être de virtuel, mais en attendant, le générateur de beaucoup d'argent. Quelque chose d'impalpable. Voilà. Alors, pour ça, Plantard, il était un peu léger. Il avait lui faire des histoires rocambolesques avec des sociétés secrètes, ça il savait faire. Voilà, ça c'était son. De Sède, c'est la plume. Lui, il sait bien écrire, il sait bien relater, il enrobe tout et il a du talent. Il a un talent d'écrivain. Mais il n'est pas bon pour inventer des choses. Il est pas très bon. Donc les deux se complètent bien finalement. Ils se complètent bien, mais c'est pas suffisant. Or, ces deux compères, en tout cas Plantard connaissait un troisième larron, un personnage assez haut en couleur, qui était aristocrate de naissance et très compétent en histoire, et par ailleurs d'ailleurs artiste. Il était un comédien, donc quelqu'un de très éclectique qui était prêt à pour rigoler. Lui, pour rigoler, il aurait fait n'importe quoi. Et il s'est très bien trouvé, au moins au début, avec nos deux compères, parce que lui, il avait l'imagination pour dire en gros, vous voudriez une belle histoire, je vais vous faire un scénario. Un scénario, alors, dans le scénario, on va faire tel et tel parchemin qui permettra de prouver que c'est à condition de beaucoup chercher, parce que on va pas l'écrire noir sur blanc. On va faire un parchemin où il faut se casser la tête pour trouver quelque chose, donc de la cryptologie appliquée. Et il était très fort, ce Cerizet. Ah oui, donc c'était vraiment une chasse au trésor qu'il lançait, quoi. Il lançait, comme voilà. Mais il y avait une fin. Normalement, on arrivait à trouver quelque chose. Et donc Cerizet a fait tout un tas de faux papiers que Plantard a récupéré. Lui, le faussaire, si vous voulez, lui c'est un intellectuel, Cerizet. Il sait mettre au point, concevoir un bel ensemble, mais après c'est pas rigolo. Donc le sale boulot, c'est Plantard qui va faire, alors là, avec sa petite plume, des bouquins qui va sous des noms différents, mettre à la Bibliothèque nationale. Comme ça, on pourra prouver que c'est officiel, puisque c'était à la Bibliothèque nationale. Tout un tas d'ouvrages qu'on a appelés ouvrages, en fait, qui étaient des photocopies de trucs bidons, mais qui, vus par quelqu'un qui reprenait en vol tout ça, qui était Gérard de Sède, bien sûr, eh bien, on a pu monter une histoire qui entraînait donc une quête d'un trésor qui pouvait, alors là, c'est le talent de Sède, de tout imaginer. Mais alors, ils ont froidement imaginé tout ça, vraiment. Tout à fait. Tout à fait, oui. Avec ça, c'était clair. Ils se sont réunis, dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Froidement, non, parce que ce sont autant d'esprits qui sont qui est bouillonnant. Je veux dire, c'est pas froidement, ça bouillonnait. Dans la tête de Plantard, ça bouillonnait. Dans la tête de Cerizet, pour rigoler, ça bouillonnait. Celui qui était tenu un peu à l'écart, c'était de Sède, parce qu'il fallait quand même lui faire gober tout ça.
D'accord. Il fallait lui faire gober tout ça parce que un truc de la Bibliothèque nationale qui fait 3 pages, mais qu'on appelle un ouvrage, c'est un peu gros. Mais lui, il allait pas chercher trop loin, puisque ça allait alimenter un bon bouquin. D'accord, ouais. Donc les deux concepteurs, c'était vraiment Cerizet et puis Pierre Plantard, qui ont conçu toute l'histoire autour de Rennes-le-Château, et Gérard de Sète, c'était le metteur en scène, quoi, en quelque sorte, le réalisateur qui a mis tout ça en mots, en lignes et en ouvrage. Exactement. Ouais. Et un bouquin qui a du succès. Le bouquin s'appelle comment ? Je m'en souviens plus. C'était l'énigme sacrée, je crois, non ? Ah non, ça c'était les Anglais, ça. Non. Ça c'était autre chose. Oui. C'était autre chose. Ouais. Et alors ça, on est en quelle année ? Parce que que raconte le bouquin finalement ? Le trésor, c'est quoi ? Et comment est-ce qu'ils ont transformé cette histoire de Rennes-le-Château ? Ils ont repris l'histoire de Noël Corbu. Ils ont repris l'histoire de Corbu en rajoutant voici les preuves. Voici les preuves. Corbu les avait pas, elles n'existaient pas. Donc ils les ont fabriquées. Donc ils les ont fabriquées en disant voilà et voilà. Et par contre, comme c'est crypté, c'est crypté, donc en s'y prenant, alors en donnant quelques conseils, et tout le monde est allé bien vérifier que c'était bien ça. Ouais. Alors donc là on est quoi, dans les années 60 à peu près ? On est dans les années 60. Alors ça prend en compte tout un tas de choses qui sont des éléments de l'Église, qui sont des inscriptions sur des tombes qui auraient été effacées. Mais dont évidemment on aurait la trace dans les fameux parchemins qui étaient planqués dans la colonne qu'aurait découvert la Bessonnière. Donc, Corbu est coincé parce que il peut pas dire le contraire. Lui, il a toujours dit il y a un trésor. Bon, ça va dans son sens, sauf qu'il est complètement doublé par les autres. Les autres amènent des parchemins que lui, Corbu, avait dit peut-être bien, oui, sûrement. Mais qui connaissait pas. Or, les autres les apportent. Et donc, Corbu ne va pas dire le contraire. Et la grosse machine se met en route. Et de plus en plus de gens viennent à Rennes-le-Château, et avec des pelles, des pioches, et ça commence à être vraiment le bazar. Mais ces gens viennent là pour chercher quel trésor ? Le trésor des Visigoths, vraiment ? Le trésor de Blanche de Castille Mais chacun croit ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont des ésotériques dans la tête. Ils vont chercher autre chose. Ils vont dire on va se casser la tête parce que c'est une belle histoire, et ça, à tous les coups, on va tomber sur un mystère du Vatican. Allez, on s'y colle, on va chercher de ce côté-là. Ou trouver l'Arche d'Alliance, par exemple. Voilà, ça c'est grandiose, etc. Ça va nous amener les Anglais, ça. Ça va déborder complètement. Tandis que il y a tous les gens de France et de Navarre qui avaient un détecteur de métaux. Pour eux, c'était une destination de vacances idéale. Idéal. Ils allaient se rentabiliser leurs vacances 10 000 fois. Et alors on croisait, moi j'y suis allé, parce que pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est complètement idiot. J'avais gagné à une espèce de foire qu'il y avait foire au tourisme à Toulouse, j'avais gagné un séjour à Rennes-les-Bains, un séjour de Thalasso. Super. Et je dis pourquoi pas, c'est super. Et puis là-dessus, pam, vous savez, à Rennes-le-Château, il y a eu des inondations. À Rennes-les-Bains, il y a eu des inondations. La rivière a tout englouti le village. Et donc pendant 2 ans, je pouvais pas y aller puisqu'il y avait plus de village. Et à un moment, j'ai reçu un courrier. Tiens, vous avez gagné, vous vous souvenez ? Je me souvenais plus. Et donc j'y suis allé pour y passer 2-3 jours. Et je suis allé monter donc à Rennes-le-Château. Et effectivement, on croisait des gens avec des 4x4 qui patrouillaient dans tous les chemins, etc. Avec des pelles, des poêles à frire. Des poêles à frire. Des détecteurs de métaux. Et donc les gens en avaient un peu marre, quoi, vraiment.
Ah oui, ça j'imagine. Ben, c'est ce qui a fait en même temps la renommée de Rennes-le-Château, qui après a dépassé largement les frontières françaises. Là, on a franchi encore un palier. Alors comment est-ce que ce palier a été franchi? Alors il a été franchi par l'intermédiaire encore d'un autre larron qui s'appelle Chaumeil, qui était plus jeune. Lui, c'est la génération après. Il était jeune journaliste et tout ce qui était un peu mystérieux, il en faisait ses choux blancs. C'est choux gras, pardon, lapsus. Et donc il est tombé, il a connu tous les protagonistes qui ne demandaient qu'à être interviewés. Bon, Plantard le premier, évidemment. De Sède aussi. Bon, puis ils avaient le même métier avec de Sède, donc ils se sont connus. Puis après ils se sont fâchés. Lui aussi, Chaumeil, à mon avis, il n'était pas difficile sur les renseignements contre les autres. Il recoupait pas trop ses infos. Il recoupait pas, même pas du tout. Ah donc un jour c'était les trésors. Alors là, lui il a plongé dans le trésor des Visigoths. Il a même été voir sous le sceau du secret voir une partie de ce trésor qui en fait était une exposition d'art effectivement wisigoth, mais qui était en Roumanie. Bon, ça n'avait rien à voir. Mais lui, il a dit j'ai vu le trésor des Visigoths, il a fait un bel article dans Le Charivari, donc qui relançait. Vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue. Qui relançait encore lui, l'affaire. Il avait relancé la partie trésor wisigoth, par exemple. Mais Plantard lançait d'autres appâts dans d'autres directions. Et ce Chaumeil connaissait Cerizet aussi, qui ne lui disait pas tout, mais il se connaissait. Et Chaumeil, par contre, de la génération jeune, connaissait donc des documentalistes de la BBC. Et donc la BBC commençait à s'intéresser à cette affaire Rennes-le-Château, a envoyé donc une équipe, et c'est Chaumeil qui les a réceptionnés. Et Chaumeil donc a présenté Plantard, a présenté de Sède. Ils ont tout de suite compris qu'avec Plantard, ils pouvaient faire quelque chose d'intéressant, les Anglais. Et effectivement, ils ont un peu viré de Sède. Et même Chaumeil un peu. Ils ont dit bon, c'est bien. Merci. Merci. Au revoir. On a été. Au revoir. Et maintenant on a Plantard. Et avec Plantard, ils ont fait l'énigme sacrée, donc qui a complètement relancé tout ça, en y mettant cette fois-ci le trésor. On en parle à peine du trésor dans l'énigme sacrée. L'argent, il vient du fait que il y a au Vatican il y avait en quelque sorte un budget pour que Saunière ne dise rien par rapport à un secret gigantesque. Voilà, que nous allons divulguer juste après la pause. Voilà. Le secret en question. Vous allez découvrir ce que Plantard a encore sorti de sa manche, alimenté par les Anglais de la BBC, qui a donné un bouquin qui a été un best-seller. Je crois qu'il s'est vendu à des milliers d'exemplaires. L'énigme sacrée, ça a été un carton. Il a eu plusieurs traductions. Oui, voilà. En allemand, ça a été un vrai carton. Donc on va y revenir. L'énigme sacrée qui raconte la légende de Rennes-le-Château, vrai ou faux, c'est ce que vous allez comprendre dans quelques instants. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Le trésor de Rennes-le-Château, le trésor des Visigoths, un secret qui pourrait être fatal à l'Église catholique. Vous avez le choix entre ces deux solutions ou encore le trésor de Blanche de Castille. C'est ce que nous creusons comme différentes pistes avec Jean-Yves Gaucher, mon invité ce soir. Jean-Yves Gaucher, le directeur de la publication Effervescience, qui a consacré dans un de ses récents numéros un dossier à Rennes-le-Château. Jean-Yves Gaucher, nous en sommes maintenant à l'arrivée des Anglais dans la marmite, dans le chaudron de Rennes-le-Château, avec ce livre, l'énigme sacrée. Alors, que révèlent entre guillemets les deux auteurs plus Pierre Plantard dans l'énigme sacrée? Parce que là, on l'a bien compris, l'or, ça passe au second plan, quoi. Oui, là, ils font carton plein, les Anglais. Ils vont loin.
ils vont loin et ils mettent en avant Plantard. Ouais. Plantard, qui demandait que ça, bien sûr. Mais du coup, Plantard n'a plus besoin des autres, et donc ils sont fâchés à mort. Il les dégage sans aucune vergogne. Ouais. D'accord. Alors, Cerisay, De Sède, tout ça, Chaumeil. Exactement. Au revoir. Qu'est-ce que disent les Anglais? Les Anglais, c'est le mystère, c'est que les Mérovingiens étaient d'origine juive. Et pas n'importe quel juif, puisque c'est Jésus. Donc, oui, carrément. Jésus qui n'est pas mort sur la croix, en fait, vient avec sa femme qui n'était pas déclarée Marie-Madeleine, et ils sont réfugiés en France suite à un trajet qui reste un peu mystérieux. Oui. Et en France, ils fondent par des mystères de généalogie, mais qui avaient été d'ailleurs plus ou moins mis en place par Cerisay, faut le dire. Il y a eu de la récupération de Cerisay. En même temps. Mais à partir de là, une belle histoire où les rois mérovingiens étaient d'origine donc de la plus grande famille. Les descendants du Christ, quoi. Du Christ, exactement. Ouais. Du Christ et de Marie-Madeleine. Donc, pendant que son frère Jacques, le frère de Jésus, prêchait en Orient pour contrer l'évangélisme néo-chrétien de Paul, les Romains écrasaient Israël, et donc il y a eu tout un tas de la diaspora, ou c'est la première diaspora qui a dispersé, donc, dont Jésus lui-même, qui sera donc arrivé en France pour créer une dynastie des Mérovingiens. Ouais. Et alors pourquoi, quel est le rapport entre Jésus et Rennes-le-Château? Il se serait arrêté à Rennes-le-Château, ou il y aurait des documents? Parce que le successeur le dernier mérovingien, en quelque sorte, qui s'appelait Sigisbert IV, qui s'est enfui lors d'un massacre de toute la famille qui est régnante, s'est réfugié à Rennes, qui s'appelait à l'époque Rédé. Et ce qui est vrai, c'est que Rédé était une grande ville. Rennes, c'est un tout petit village, mais Rédé était une ville nettement plus importante et une ville wisigothe. D'accord. Donc le Sigisbert IV, donc qui n'a jamais régné en fait, qui était, on lui a dit IV, mais enfin il s'appelait Sigisbert, a été protégé par les Wisigoths qui l'ont gardé, et donc il a vécu là. Mais il a cette lignée mérovingienne qui s'est perpétuée grâce à, et là, pour la première fois on va dire le mot, grâce à une armée, en quelque sorte, qui a ses racines à Jérusalem, mais qui était fortement implantée à Rennes. Quand je dis qui était, c'est selon l'énigme sacrée, oui, bien sûr. Et qui s'appelle le prieuré de Sion. Ah, on a enfin quand même arrivé à sortir. D'accord. Donc le prieuré de Sion, là maintenant le décor est totalement planté de la version, on va dire actuelle, de la légende de Rennes-le-Château. On approche. Rennes-le-Château donc a servi de base au prieuré de Sion, qui protégeait le dernier rejeton de la lignée de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Voilà. Le dernier roi mérovingien. Voilà. Et ce que alors là, on dépasse ce que Plantard avait osé dire jusque-là avec les papiers de Cerisay. Là, en l'occurrence, les Anglais, carrément, ils disent que ce que l'abbé Saunière avait trouvé, c'était dans une cachette de l'église, c'était rien de moins que l'acte de mariage de Jésus et de Marie-Madeleine. Eh ben tiens. Génial. Il faut être anglais pour trouver ça. Ça fonctionne très très bien cette affaire. Ouais. Et donc, il y a encore ça fonctionne à 200 000 exemplaires, 300 000 exemplaires, et ça ramène encore à Rennes-le-Château toute une nouvelle génération de chercheurs, de curieux et de visiteurs donc de tout le cursus, l'église, le cimetière et la maison de Saunière. Et là, nous sommes à peu près à quelle période? Nous sommes dans les années 70, 80, on est où là à peu près? Oh non, on est en 80, 85 par là. Ouais.
Donc là, Pierre Plantard, pour le coup, a fait un carton énorme. Plantard, oui. Mais c'est plus lui qui dirige. C'est-à-dire qu'on a mis le prieuré de Sion en exergue. Lui, il s'était fait un peu petit parce qu'il s'était un peu fâché. Par rapport à Cherizet, par rapport à Deucède, en fait, ils étaient quelque part complices. Et quand ils se sont fâchés, ils se tenaient tous par la barbichette. Ouais. Donc, si tu dis ça, moi je dis ça, et puis tout est foutu. Donc, Plantard, il avait encore dans sa tête des choses à faire. Deucède, il avait un bouquin à vendre, ou encore un deuxième bouquin à vendre, plutôt. Chaumeil, il rigolait déjà moins, Chaumeil, non, pas Chaumeil. Cherizet. Parce qu'il avait été écarté de manière un peu honteuse, mais il n'osait pas quand même dévoiler le poteau rose. Il a quand même quelque chose qui va avoir des conséquences. Cerizet a donné à Chaumeil des papiers, puisqu'il va bientôt mourir, Cerizet, en disant: tu publieras 20 ans après ma mort, tu publieras ça. Et ça vient de paraître il y a quelques mois, donc on pourra en parler, parce que Cerizet, donc lui, il a tout dévoilé, puisque ça venait de lui. Donc lui, il pouvait au moins dire: voilà ce que j'ai fait. Ouais. C'est-à-dire que là, Plantard a produit des documents stipulant que le prieuré de Sion existait depuis fort longtemps, donnant toute une lignée de grands maîtres. Et puis parmi les grands maîtres du prieuré de Sion, s'il vous plaît, il y avait du beau monde quand même. Oui. Cocteau, Newton, Léonard de Vinci, Godefroy Bouillon, Jean Cocteau. Ça va, quoi. Au moins. Plantard. Voilà, dont on se demande ce qu'il va foutre là, parce que bon, derrière ces noms aussi illustres, il y a Pierre Plantard. Tiens, qui c'est? D'accord, très bien. Donc tout ça est né à ce moment-là, finalement. Oui. Avec l'énigme sacrée, c'est ça. Oui, tout à fait. Avec l'énigme sacrée. On est extrêmement loin de l'histoire de cet abbé Béranger Saunière, qui a fait construire un pavillon, une tour, qui était riche, mais pas. Non, on l'oublie presque. Il est devenu complètement transparent, le pauvre abbé Saunière. Oui, lui et Plantard et comment dirais-je, on disait Plantard et on dit maintenant prieuré de Sion. Oui. Plantard, il est plus grand chose. Sauf que Plantard, il est dans la lignée mérovingienne, normalement. Donc on le garde, les Anglais appellent le petit prince, son fils. Ah oui. Donc Plantard, il a pas été oublié par les Anglais quand même. Et Plantard, il veut reprendre la main. Il en a marre d'être un peu baladé par les Anglais comme une marionnette. Alors, il veut relancer le prieuré de Sion et il fait un coup qui était pas bon du tout. Il fait publier par un dénommé Dagobert, comme c'était bien choisi. Oui, pour un mérovingien, c'est excellent. Par un dénommé Roger Dagobert, un document, toujours à la Plantard, c'est-à-dire on fait un faux document, on le fait écrire par quelqu'un qui n'existe pas, mais qui pourrait exister, et qui a un nom qui évoque. Alors Dagobert, on est en plein dedans. Et ce document, qui est daté et à l'entête du prieuré de Sion et qui est daté de 1989, annonce que ils sont très gênés par le décès de leur grand maître, qui est Roger Patrice Pelat. Roger Patrice Pelat, il faut se remettre dans l'époque. Sous Mitterrand, sous Mitterrand, grand ami de Mitterrand, Mitterrand a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts. En tout cas, il est très fidèle en amitié, Mitterrand. Et Plantard, qui avait pas très bien jugé son coup, donc mouille. Alors ça paraît dans minutes en plus. Ça fait et c'est repris par les autres journaux du moment que c'est dit par minute. Ça mouille un peu Mitterrand, parce que qui dit Pelat dit Mitterrand. Évidemment, on n'est pas loin. Alors Pelat ne pouvait pas se défendre, il venait de mourir. Et alors qu'est-ce qu'on dit? Que Pelat était grand maître du prieuré de Sion. Donc intégré à toute cette histoire de Rennes-le-Château, mais aussi de Jésus, mais aussi de tout ça.
Mitterrand ne le supporte pas. Ouais. Et Mitterrand demande à sa hiérarchie à la hiérarchie donc du ministère de la Justice de creuser. Ouais. Quand Mitterrand voulait quelque chose, on l'a su par les écoutes. Oui. Hein. En règle générale, il passait 2 coups de fil. Il n'avait pas besoin d'être papa pour ça. Hein. Ouais. Mais là, c'était son copain Pelat. Ouais. Donc là, il a été, on va dire, féroce. Hein. Et donc, il a envoyé quelqu'un de féroce, le juge Jean-Pierre. Oui. Le juge Jean-Pierre qui s'est occupé donc de Plantard. De Plantard. Du cas Pierre Plantard. Absolument. Alors le Plantard, on trouve chez lui, parce que perquisition et tout, on trouve chez lui tous les tampons qui avaient servi aux différents documents à remonter très haut. Donc des documents du prieuré de Sion, mais aussi de tout un tas d'officines et d'associations bidons qu'il avait créées par ailleurs, des correspondances avec De Sède, etc. Plantard s'effondre. Plantard dit oui, non, j'ai été abusé. D'ailleurs, je connais même pas. On m'a forcé à, etc. C'était une plaisanterie. Pelat, jamais de la vie, etc. Bon, donc l'affaire fait pchit, comme on dit. Et le Plantard, là, il a pris 10 ans d'un coup, et il va mourir donc en 2000 sans avoir pratiquement réémergé. Ouais. Donc, sous l'effet de cette enquête du juge Jean-Pierre, on découvre finalement tout le poteau rose concernant le trésor de Rennes-le-Château. Tout le poteau rose concernant le prieuré de Sion. Oui. Parce que le trésor, on peut toujours dire qu'il existe, puisque le curé de Rennes-le-Château était riche. Et là, on en revient toujours à ça. On va y revenir dans quelques instants. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Le trésor de Rennes-le-Château avec toutes ses ramifications à travers Pierre Plantard, dont on découvre dans les années 90, presque en 2000, Jean-Yves Gaucher, que en fait il avait totalement inventé le prieuré de Sion et toute cette liste aussi extraordinaire que fausse de grands maîtres du prieuré de Sion. On les a cités tout à l'heure pêle-mêle, ils y sont pas tous, mais on les retrouve dans un document qui a bien puisé là-dedans quand même, hein, un certain Da Vinci Code signé par Dan Brown, parce que là c'est la ligne, je veux dire la moelle épinière de son bouquin. D'ailleurs, les auteurs anglais ont attaqué en justice Dan Brown, ils ont été dégoûtés par la justice anglaise. Ils ont été dégoûtés parce que Dan Brown est encore plus malin qu'eux, et il leur a pris juste ce qu'il fallait. Le concept en fait. La base, mais en disant oui, mais il l'avait dit déjà, De Sède. De Sède en avait déjà évoqué, le prieuré de Sion, vous l'avez pas inventé. C'est Plantard qui nous l'a dit aussi à nous. Donc les Anglais qui sont pas blanc-bleu dans l'histoire, ils ont tenté de récupérer de l'argent, parce que s'ils gagnaient le procès, c'était gigantesque. Hein. Ah oui. C'était gigantesque. Une partie des droits d'auteur de Da Vinci Code leur revenait, et là c'est jackpot. Donc Alors dans le Da Vinci Code, Dan Brown a quand même utilisé ça de manière très très fine. Bon, évidemment, la descendance mérovingienne, Jésus-Christ, Marie-Madeleine, la descendance, tout ça, on le retrouve évidemment. Et il a laissé quand même quelques petites pistes comme ça, des petits clins d'œil qui font nettement référence à Rennes-le-Château, en commençant par le nom du directeur du Louvre. Oui, tout à fait. Dans son roman. Qui s'appelle Bézu, c'est ça? Non, c'est l'inspecteur Bézu, c'est le policier qui s'appelle Bézu. Oui, le Bézu, c'est un nom topographique de Rennes-le-Château. De Rennes-le-Château. Et il s'appelle Saunière. Oui, Saunière. c'est ça. Oui. Alors, c'est une manière, il évidemment. Évidemment. Je crois. Il me semble. Alors, donc, exit la théorie de prieuré de Sion, mais il reste quand même la question. Le trésor. Donc on a bien compris que Pierre Plantard, Gérard de Sède, Chaumet, Cherizet, tout ça avait monté de toutes pièces. Moi je dirais le pognon en fait. Voilà. Plutôt que dire trésor, faut dire pognon. L'argent, il vient d'où? Bon, parce que Noël Corbu, pour revenir à la base, avait toutes les factures quand même. La Bessonnière dépensait beaucoup. Oui. Alors ça d'ailleurs, il le cachait pas. Il disait la Bessonnière, il gagnait aussi sa vie en tant que curé. Aussi, en tant que curé, et en tant que curé de l'époque, de curé de l'époque,
qui disait des messes. Et là, il faut expliquer le fonctionnement donc de ces messes. Parce que ça va nous amener aussi à parler d'un autre ecclésiastique donc qui était à 80 km de là, en Ariège, et qui a fonctionné sur le même mode que je pense que fonctionnait Saunière, c'est-à-dire en monnayant des messes pour les morts, pour les morts, ce qui était à l'époque un moyen reconnu pour des ecclésiastiques donc de gagner leur vie. Voilà. Alors c'est-à-dire qu'on demande à un prêtre de dire une messe en l'honneur d'une personne décédée, de la famille, et pour le remercier, ça coûtait tant. Une messe coûtait tant, donc on lui donnait tant de sous, et puis les curés pouvaient aller jusqu'à dire 3 messes par jour quand même. Ils avaient le droit à 3 messes par jour, mais dans les papiers de Corbu, on va trouver par exemple que du 3 juin au 31 décembre 1909, on est dans la pleine période où ça ramasse là. Son carnet de messes indique un total de 4754 messes, qui a rapporté 4900 etc. francs, soit 22 messes et demie par jour. Ah oui, Saunière était très fort. Voilà. C'est très très fort. Mais l'Église admettait ce type on va dire de marchandage, de petits boulots annexes pour les ecclésiastiques, mais pas plus de 3 messes. Au-delà, il fallait que le curé qui avait acquis et qui avait été payé pour ces messes les fasse faire les messes par un autre curé. Voilà. Et comme ça, il y avait tout un système pyramidal avec des ecclésiastiques qui, on dirait maintenant, étaient bons en marketing, qui étaient des vendeurs, grossistes, on va dire. Et qui sous-traitaient les messes soit à d'autres par curés. Des curés nécessiteux dans des petites paroisses, soit alors par des congrégations ou par des moines. Et alors là, quand on avait un monastère où il y avait 30 moines, ça pouvait y aller. On pouvait vraiment vendre d'avance beaucoup de messes. Et alors, l'abbé Saunière, donc, avait compris ce système et lui le faisait tourner à plein rendement. Parce que 22 messes par jour... Oui, mais ça c'était officiel. Je veux dire, c'était de l'argent. On savait d'où il venait. Les gens avaient donné cet argent-là. Donc c'était un bon vendeur déjà. C'était un très bon vendeur. Voilà. De ce côté-là, on sait que il a fait tomber entre guillemets énormément d'argent. Donc très certainement, il a reversé une partie. Sans doute à l'archevêché aussi, qui n'a rien dit pendant au moins 20 ans, et donc s'est réveillé dans les années 1912 par là, pour lui faire un procès. Et alors, ça explique une partie de l'argent, mais pas tout quand même. Ça pourrait expliquer tout l'argent, si, parce que... Est-ce qu'il ne recevait pas des dons également, un peu plus substantiels? Je dirais par exemple pour cette maison qu'il s'est fait construire, en allant chercher des dons à droite et à gauche, en disant que c'était pour transformer cette maison en hospice pour vieux prêtres nécessiteux. Qui n'ont jamais vu la couleur de la maison d'ailleurs. Il était un peu filou. Il était un peu filou de ce côté-là, mais cela dit, parce qu'il pouvait pas en même temps encaisser de l'argent pour les prêtres nécessiteux et puis en même temps donner ça à sa bonne, ou à sa femme. Enfin. Et on va retrouver d'ailleurs ce même hiatus avec Louis de Coma quand on en parlera, parce que c'est la même aventure avec la même. Le même défaut et la même engueulade avec la hiérarchie ecclésiastique qui en a un petit peu marre de ces débordements. Oui, mais alors il y a eu ce procès quand même concernant Béranger Saunière a été sommé de s'expliquer devant l'évêque. Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans et ça lui a coûté cher à Saunière parce que il a eu à se déplacer. Pendant ce temps-là, il pouvait plus rien faire, donc il touchait plus d'argent. Et il avait des frais, il avait un avocat, etc. Et donc c'était dans les années 1910-1911. Et il a
il a donné des pièces. On les a, les pièces de ce procès. Et c'est là, c'est des historiens qui ont pu décortiquer ça. C'est pas les rigolos. Les rigolos, c'est des pièces comme ça leur allait pas du tout. Bah oui. Par contre, il y a toute une équipe de gens sérieux qui se sont intéressés à cette partie et qui ont soit parmi les pièces qu'avait Corbu, soit parmi les pièces du procès qui avait à l'évêché de Carcassonne, reconstitué l'origine donc de l'argent venant des messes. Alors, trafic de messes, tout ce qu'on voudra, c'est peut-être des grands mots. En attendant, beaucoup d'argent pour beaucoup de messes. À l'époque, on trouvait ça normal. Ouais. Et alors, on va aborder, pour comprendre ce système, un autre cas d'un autre curé, vous en avez légèrement parlé tout à l'heure, qui était lui en Ariège, et exactement où, et dites-nous ce que faisait ce curé. Alors, curé pas, justement. Il n'était pas curé. Il n'était pas curé. Il était ecclésiastique. Alors, on l'appelait le révérend. Attendez, là j'ai un petit trou. Il était curé et il a eu lui aussi des ennuis avec l'évêché. Donc c'est quelqu'un qui fait aussi ses études de curé, mais lui il voulait pas être curé. Ça lui cassait les pieds. Alors il avait hérité d'une grande ferme qui était en même temps une briqueterie. Et il s'est dit, on va en faire quelque chose d'ecclésiastique, parce que lui aussi avait des idées monarchiques et il était anti-républicain. Donc là encore, c'est le nerf de tout ça. C'est des idées bien tranchées, politiques et un peu mystiques, et aussi l'attrait de l'argent. C'était où dans l'Ariège? Alors, c'était au Boulou, à Bolou exactement. En fait, c'est à 50 km de Rennes le château, et c'est à peu près 10 ans avant que Saunière arrive à Rennes le château. Ah oui, donc les deux hommes ne se sont pas connus alors? Les deux hommes ne se sont pas connus, mais ils connaissaient quelqu'un en commun. C'est le célèbre frère Alfred. Ils se connaissaient. Oui. Et donc, il y aurait, vous êtes en train de nous dire que Alfred, le frère de Béranger Saunière, connaissait ce curé du Bolou, donc dans l'Ariège, qui avait fait ce trafic de messes, c'est ça? Et qu'il aurait pu donner. Il ne pouvait pas ne pas se connaître parce que le frère était dans la compagnie de Jésus, les jésuites, en même temps que Coma. Donc, il ne pouvait pas ne pas se connaître. Et alors, en même temps, et à quelques années près, mais on retrouve un don de la comtesse de Chambord à Louis de Coma, ce révérend de l'Ariège. Et là, on ne sait pas si c'est dû au frère à Alfred, mais c'est Alfred qui a fait venir de l'argent de Chambord à son frère. Donc, il y a un trait d'union évident. Et Louis de Coma, ça s'est terminé comment, son affaire? Alors, Louis de Coma, avant de se terminer, on va en parler, il a été prof. Lui, il voulait pas être curé. Faire des prêches et tout, ça lui disait rien. Donc, il a été d'abord professeur dans plusieurs villes de l'Ouest, et même un bon prédicateur. Bon orateur. Un bon orateur. Et il rentre chez les jésuites. Alors, héritant de ce domaine agricole assez important, et ayant il était l'aîné de 7 enfants, il fallait trouver de l'argent. Et c'était pas en faisant prof dans un petit lycée à La Roche-sur-Yon qu'il pouvait. Alors, il s'est dit, on va monter quelque chose avec l'Église. Donc, il monte une filiale de la Compagnie de Jésus qui s'appelle l'Association de la Bonne Mort. Encore un truc un peu à la Plantard. Association de la Bonne Mort, dont le but est d'impliquer les croyants pour que leur départ de la vie terrestre soit le plus favorable possible. En quelque sorte, c'est des
Des messes? Des messes qui sont dites pour des gens qui sont agonisants. Mhm. Alors, ici, ils sont agonisants, ils peuvent pas se confesser, ils sont dans une mauvaise passe, en quelque sorte. Déjà, pour leur vie physique, c'est sûr, mais pour leur vie spirituelle aussi. Parce qu'ils sont agonisants, ils n'ont pas un curé à côté pour se confesser. Et est-ce qu'ils vont monter là-haut? Eh ben, on va les aider. On va dire des messes pour eux. Et ils montent donc une œuvre qui a pour but de ramasser des fonds. Alors, il y a un tarif. C'est une messe, ça vaut 100 francs. Ah oui, quand même. Hein, mais alors pour vous dire que c'était du marketing quand même. Pour 1 franc seulement, on est associé à plusieurs dans une messe. Et une messe commune. On s'achète une messe à plusieurs, quoi. Qui donne à chaque fois 100 jours d'indulgence. Ah. 100 jours, on gagne 100 jours. Alors on a intérêt à donner beaucoup de francs pour gagner beaucoup de jours. Pour gagner beaucoup d'indulgence. D'accord. Et alors ce Louis de Coma, il parcourt toute la France et il anime des prêches qui où il y a beaucoup de monde qui se et donc petit à petit il amasse un pécule pour dire des messes. Mais lui, son idée, c'est pas de ramasser l'argent, c'est d'être bien vu de sa hiérarchie pour faire dans sa ferme une œuvre qui sera payée par la hiérarchie ecclésiastique. Lui, il fait les choses en 2 temps. D'abord, je ramasse beaucoup d'argent. Vous dites les messes. Moi, je suis là pour vous faire gagner beaucoup d'argent, en quelque sorte. Par contre, en récompense, on va faire quelque chose de mon domaine. En faire un monastère. Un monastère dans lequel, justement, on pourra dire les messes. D'accord. Donc, une vision de business assez claire, quand même, très carrée. Donc, il se fait donner un pécule pour faire des travaux, donc bien séparé de l'argent des messes. L'argent des messes, il n'a pas touché un rond dessus. Par contre, il a eu de l'argent en tant que entrepreneur pour faire un monastère, là où il avait son propre domaine privé, de sa famille. Bonne affaire quand même, ça a l'air de bien fonctionner son histoire. Alors ça c'est un peu cas un cas parce que pour faire venir des ecclésiastiques, là encore, dans un endroit paumé, au fin fond de l'Ariège, dans un endroit, lui il fait des travaux, il commence à montrer que ça peut être accueillant, mais en fait personne ne vient. Et donc ça périclite. Donc ça périclite, donc il arrive à en faire venir 8, mais 8 c'était rien du tout par rapport à toutes les messes qu'il avait. Donc il est obligé de redonner en permanence l'argent à la hiérarchie, ça lui va pas du tout. Ça lui va pas du tout. Jusqu'au moment où même il s'engueule avec les jésuites qui étaient sur place, qui fichent le camp. Donc là il se retrouve avec des factures de travaux à régler, des messes à dire, l'argent qui arrive. Il est couillon. C'est fini. Et donc, vous pensez que Alfred Saunière, donc le frère de Béranger Saunière, qui connaissait Louis de Coma, dont vous venez de nous raconter l'histoire, a gardé cette méthode dans un coin de son cerveau pour la donner à son frère Béranger Saunière en lui disant « Tiens, là, il y a un truc à faire ». Oui. Très certainement, oui. Tout concorde. Tout concorde. Saunière n'avait pas ça dans la tête. Il était quand même un peu rustre. Il avait son caractère. Et puis il avait un frère Filou qui a eu des ennuis parce qu'il a, par exemple, il était précepteur dans une famille noble de l'Aude, justement, mais côté Narbonne. Et il s'est fait virer parce que il avait volé. Il avait volé. Donc Filou d'un côté, Filou de l'autre. Très au courant de l'histoire de Coma, mais avec le côté Filou, c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'autre il s'est planté là-bas, et on va pas faire comme ça. Il faut faire que les messes. Et là, ça faire que les messes. Et puis bon, peut-être que si on les dit pas, tant pis.
Vous restez avec nous, Jean-Yves Gaucher, on va continuer à décortiquer cette affaire de Rennes-le-Château. On l'a bien compris, l'histoire de trésors s'envole peu à peu, malheureusement. Où est l'Arche d'Alliance ? Réponse peut-être dans quelques instants avec mon invité. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Le trésor de Rennes-le-Château au centre des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir avec mon invité Jean-Yves Gaucher du magazine Effervescience qui a consacré dans son numéro de septembre-octobre 2006 un gros dossier sur Rennes-le-Château. Alors Jean-Yves Gaucher, si je comprends bien ce que vous nous avez révélé tout à l'heure, en fait tout ça est une histoire extrêmement humaine, belle histoire certes, mais extrêmement humaine. Oui, l'homme est capable d'inventer les plus belles histoires et reste un homme avec ses petits défauts ou ses gros défauts et puis surtout ses humeurs. Et parce que si on voit le cheminement, il y a toujours eu quelqu'un encore plus malin que les précédents pour rajouter une couche de quelque chose qui n'est pas fini. Attention, là, on est en train d'évoquer une possibilité parfaitement calibrée, parfaitement plausible, pour expliquer que ce curé, finalement, sans trésor particulier, lui, il n'a jamais dit qu'il ait trouvé un trésor, d'ailleurs, hein, le curé. Ouais. C'est d'autres qui ont dit qu'il l'avait dit. Oui, parce que lui, il n'en avait jamais parlé. Oui. Mais par contre, et Marie-Madeleine, pardon. Marie Desnarnaud non plus n'a. Non, elle a dit qu'il avait trouvé le moyen de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Mais elle pouvait pas dire le contraire puisque elle en a largement profité, évidemment. Bon, qu'est-ce qui peut être aussi allé dans ce sens, c'est la correspondance entre il touche de l'argent et dès que ça va plus avec sa hiérarchie, il a plus d'argent qui rentre. Et dès que ça va mieux, on lui lâche un peu les baskets et que il peut repartir dans ses aventures. Tout de suite, il a des projets et on sent. Et puis bon, il y a eu la guerre qui va tout bloquer. Et puis bon, ça mort. Mais tout redevenait possible. Donc, si c'était un trésor, peu importe qu'il ait un procès avec sa hiérarchie, par exemple, il aurait pu en profiter pareil. Oui, il avait trésor, j'entends bien. Il avait qu'à piocher dans l'amas d'or et puis c'est tout, quoi. Exactement. Prendre. Et si c'était un maître chanteur par rapport à l'Église, il aurait tout. Enfin, je veux dire, il n'y aurait même pas eu de procès du tout. C'est exact. Aussi. Donc, c'était bien une affaire avec sa hiérarchie. Et sa hiérarchie lui en voulait très certainement de garder pour lui ce qu'il aurait dû repartager avec des confrères. Voilà. Pour que ça puisse après alimenter des prêtres nécessiteux. Et voilà, ce qui était prévu comme ça. Quoi. Oui, c'était prévu tout à fait dans ce sens-là. Mais alors donc, on en revient tout à fait au départ. De trésors, point. De trésor qui a enrichi la Bessonnière, point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trésor. Oui, après ça c'est autre chose. Oui. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la Bessonnière, avec la la Bessonnière n'a pas trouvé le trésor qui l'a enrichi de manière où il a dépensé. Ouais. Mais alors, par contre, ça correspond à l'argent des messes. Ça, tout à fait. Ça, on est d'accord. Mais comment expliquez-vous que il soit allé gratter dans le cimetière, qu'il ait fouillé les alentours, qu'il se soit baladé comme ça dans différents coins autour de Rennes-le-Château, qu'il ait placé cet étonnant bénitier, quand même, ce diable qui supporte le bénitier. Vous l'expliquez comment, toutes ces choses un petit peu bizarres quand même? Alors, parce que beaucoup de ce que vous venez de dire, en fait, c'est du Corbu. Donc déjà, on voit la Bessonnière à travers la présentation qu'en faisait Corbu dans son restaurant. Alors par contre, il y avait encore des témoins qui se souvenaient de Saunière, mais je pense qu'ils avaient
étaient tellement influencés par Corbu que leur témoignage direct devenait un peu douteux. Oui. Pour dire que il allait dans les cimetières, fouiller dans les. Bon, il allait dans les cimetières peut-être parce que il avait son idée de trouver sa tombe à lui. Je veux dire, il suffit de pas grand-chose et après c'est amplifié. Quoi. Oui, et puis un témoignage tout à fait banal dans ces circonstances-là, il valait mieux l'enjoliver un peu pour qu'on soit. Mais Corbu écouté, a été très fort pour ça. Oui. Corbu a été très fort. Mais Marie Desnarnaud n'a laissé aucun écrit, aucune trace. Peut-être ne savait-elle pas Marie Desnarnaud, écrire, elle était un peu limitée. Elle a été embarquée dans cette bourrasque. Elle a été mise et planquée par Corbu parce que Corbu voulait lui exister largement au-delà. Et puis bon, elle a pas pu dire grand-chose à quiconque. Donc peut-être qu'elle avait rien à dire, et toujours est-il qu'elle a rien dit. Oui. Mais j'ai lu quelque part dans votre article que à cause ou grâce, tout dépend comment on l'interprète, au Da Vinci Code, le nombre de visites avait augmenté de 30% à Rennes-le-Château. Et comment dire, c'est un mythe maintenant, c'est un mythe. Comme des gens vont à Solutré. Oui. C'est devenu un endroit où il s'est passé tellement de choses que les gens ils viennent encore en rajouter et c'est auto-entretenu. C'est auto-entretenu, même si on sait que foutaise, mais ça n'empêche pas. C'est une histoire d'embrouille dans tous les sens, mais au total, c'est un mythe. C'est devenu un mythe. Ouais. Et Da Vinci Code, il va y avoir un rebond. Enfin, on ne peut pas laisser des gens qui ont mis le doigt là-dedans, d'abord ne veulent pas que ça n'existe pas, et deuxièmement, ceux qui ont un intérêt financier, que ce soit des éditeurs dans le domaine du cinéma ou que sais-je, ne le laisseront pas dormir, ce mythe. Ça repartira, ça ne peut pas s'arrêter là. Ouais. Alors c'est vrai que depuis la mort de Plantard, c'est pas du tout alimenté de ce côté-là. Parce que lui, c'était le moteur, l'énergie c'était principale, le moteur. c'était lui. Il était à la fois le moteur dans la conception, et puis il se mettait en situation d'être le personnage clé, puisqu'il était le descendant. Ouais. Alors il a un fils, Plantard. Donc est-ce que dans l'optique du mythe, on reste bien dans le mythe, le mythe, Jésus, mérovingien, prieuré, Plantard, et le descendant de Plantard. Le rejeton ardent, Plantard. Bon, eh bien, là, on peut s'attendre à tout. Pour l'instant, très discret, peut-être il n'a pas du tout envie, mais en tout cas, il y a un potentiel là. Ouais. Il y a un potentiel aussi avec le prieuré, parce que ce prieuré. Mais on sait que c'est de la. J'allais dire un gros mot. On sait que ça n'existe pas, que c'est de la foutaise, tout ça. Mais oui, mais c'est du virtuel, mais ça fait partie du mythe. C'est beau, un mythe. Un mythe, c'est par définition un mythe. Il ne s'arrête jamais, parce que c'est un mythe. Ouais. Donc, un mythe qui a été lu à 200 000 exemplaires ou 300 000 dans l'énigme sacrée, qui a plusieurs millions d'exemplaires avec le Da Vinci. Voilà. Sans compter le film. Le film. Vous pensez bien que ça va pas s'arrêter là. C'est dans la tête des gens à 100%. Ouais. Les gens en filigrane, ils sont codés avec des mots prieuré de Sion, avec des mots mérovingiens, etc. C'est les ingrédients d'une recette qui peut avoir plusieurs goûts. On a eu l'entrée, on a eu le plat principal, et il y a le dessert qui est pas loin. Vous pensez sincèrement donc que on va voir ressurgir d'ici quelques mois, d'ici 1 an ou 2, mais dans pas très longtemps. Oui, avant que ça s'éteigne, mais enfin avant qu'on puisse
penser que les gens auront oublié Da Vinci Code, etc., un autre mythe ou un autre grand succès de librairie aurait un peu mis de côté. Mais non, ça repartira, évidemment. Et il faudra des acteurs. Alors, est-ce que les acteurs, ça sera le showbiz, le cinéma, etc., ou est-ce que ça sera des gens qui ont mis le doigt là-dedans parmi tous les protagonistes qu'on a égrenés jusqu'à présent ce soir, je sais pas, je surveille, puisque grâce à Internet et par des petits moteurs d'alerte, dès qu'il y a tel mot qui apparaît, moi je suis abonné, j'attends. Donc ça se fait tout seul. Vous avez mis vos lignes et vous attendez que ça morde. Je fais un mash-up, ce qu'on appelle un mash-up qui c'est des lignes. Si ça mord, je le saurai. Bon, je suis pas le seul, et on en reparlera à ce moment-là. Mais ce sera à Rennes-le-Château, ou Rennes-le-Château, c'est définitivement presque clos, parce qu'on en a fait le tour, on a tout décortiqué. Enfin, je veux dire, on sait très bien que concernant Bérengère Saunière, il n'y a plus de trésor à découvrir, c'est fini, quoi. Rennes-le-Château, c'est un peu râpé, à mon sens. C'est un peu râpé, mais la belle aventure du curé millionnaire, elle n'est pas râpée du tout. C'est un mythe dans le mythe, si vous voulez. Vous avez le mythe des Mérovingiens, ça c'est le Da Vinci Code, et puis il y a le petit mythe régional, un peu mais qui est quand même à la base de tout ça. Franchouillard. C'est quand même lui qui est à la base de tout ça. Oui, mais c'est quand même lui qui est à la base de tout ça. Mais malgré lui, il avait jamais demandé à ce qu'il y ait un plantard qui, lui, il avait trouvé sa manière de bien gagner sa vie. Bon, il a rien demandé à personne. Voilà, ça pouvait s'arrêter là. S'il n'y avait pas eu Corbu. Voilà. Et c'est Noël Corbu qui effectivement a tout fait démarrer. En fait. C'est ça. Vous restez avec nous, Jean-Yves Gaucher. Une dernière pause et on va se retrouver pour la conclusion. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Dans l'Aude, nous y sommes précisément à Rennes-le-Château avec mon invité Jean-Yves Gaucher, directeur de la publication d'Effervescience, un magazine que je vous recommande d'ailleurs, qui s'intéresse de temps en temps à des sujets liés à l'étrange. D'ailleurs, Jean-Yves Gaucher, j'aurai le plaisir de vous réinviter pour parler de combustion spontanée, un très très bon dossier que vous aviez écrit pour le compte d'Effervescience. Mais là, nous en sommes pour le moment à Rennes-le-Château. On parlera de l'eau également, des capacités étonnantes de l'eau, puisqu'après tout, l'eau reste encore une énigme pour la science. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, cette espèce de liquide bizarre. C'est un liquide très particulier, qui a des particularités étonnantes. Ah oui, et tout à fait. Évidemment, pas d'eau, pas de vie. Ça c'est clair. Donc, on en reparlera une autre fois. Mais pour quand même conclure avec Rennes-le-Château, on a bien compris que l'homme a besoin de merveilleux. On a bien compris que il a besoin de se nourrir comme ça d'idées extraordinaires, de trésors à aller chercher. Et plus ils sont inaccessibles, et mieux c'est finalement. Et que grâce à ça, Rennes-le-Château continuera toujours à vivre finalement. Il y en aura toujours. Et disons que il y avait tous les ingrédients, tous les ingrédients et ça a été crescendo. Au départ, un mythe de quelqu'un qui devient riche. Bon, tout le monde aimerait bien être riche. Donc, quand il y a quelqu'un comme ça, un petit curé dans un petit village, qui d'un seul coup est riche, sans avoir gagné à la loterie maintenant, vous parlez d'un mythe, le loto. Il n'y a pas plus bête, quoi. Là, non. Là, au moins, c'est un mythe. Il a réussi. Bon, il y a le mythe du roi de France qui, dépossédé de son trône. Ça, c'est bien sûr la lignée de Plantard. Oui. Mais c'est un mythe qui... Le dernier mérovingien. Le roi caché. Mais dans tous les pays, il y a un roi caché. Il est caché parce que soit il a gêné... Alors, on retrouve le mythe, par exemple, dans Le Masque de Fer. C'est un roi caché, ça, etc. Louis XVII, où est-ce qu'il est? C'est un roi caché. Mais ça, c'est pour la France de ce qu'on connaît. Mais il y a un roi caché en Italie, il y a un roi caché en Bulgarie. Dans toutes les histoires. Donc ça marche toujours, ça. Après, il y a le mythe du secret d'église. Alors, il y a toujours eu des secrets d'église
quelle que soit la religion. Bien sûr. Il y a des secrets pour la Torah, il y a des secrets chez les musulmans, il y a chez les protestants, et chez les juifs, évidemment. Voilà, des choses qu'on a cachées. Et si on les savait, nom de Dieu, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ça changerait tout, etc. Donc, on risque sa vie si on s'approche de trop près, etc. Et puis, le mythe aussi d'une organisation secrète qui, dans l'ombre, trame des choses qui sont bien sûr inavouées et qu'on ne peut pas publier. Donc le mythe aussi. Vous êtes en train de nous donner la recette pour monter un autre Rennes le Château là. Oui, et il faut puiser dans ces mythes-là. Peut-être qu'il y en a un autre en plus il y en a qui ont tenté un autre mythe. Vous savez, dans la suite des Anglais de l'énigme sacrée, il y avait les extraterrestres. Parce qu'on n'en a pas parlé. Ah oui. Oui, ça Rennes le Château était un astroport d'extraterrestres. Oui. Et si on relie telle ville avec telle autre, etc., on s'aperçoit que c'est carrément un terrain d'atterrissage. Il y a qu'à Rennes le Château qu'on pouvait atterrir aussi bien. Voilà. Donc, mais un bouquin de 200 pages, attention, on ne sait pas. Oui, d'accord. Donc, le mythe des extraterrestres, ça a fait flop. Mais le mythe des extraterrestres, il peut arriver d'une autre manière. Bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, il y a d'autres mythes. Moi, j'en ai pas On en parlait tout à l'heure hors antenne. Je ne sais pas si je peux le citer, mais une récente découverte qui a été faite à Arques. Est-ce qu'on peut en parler de ces statuettes égyptiennes qui ont été découvertes? Alors on a trouvé Arques, pour situer, c'est à 4 km de Rennes. Voilà. C'est en bas, c'est dans la vallée. Et comme partout, dès qu'on creuse en France, on a un passé tellement riche, et puis dans certains endroits, c'est du concentré de concentré. Chaque fois qu'on creuse quelque part, on trouve des vestiges. Et on trouve des choses parfois intéressantes. Oui, mais là, des statuettes égyptiennes qui ont été authentifiées de la Haute-Égypte. Pour situer Arques, et dans le contexte de tout ce qu'on vient de dire, la Bessonnière, Arques, c'est la ville, le village où, selon Gérard de Sède, il y avait un tombeau, et ce tombeau était à la fois un tombeau qui était reproduit sur une œuvre de Poussin qui était dans un musée. L'œuvre, on la connaît. Et en même temps, on l'a retrouvée dans une image, une icône qui est dans l'église de Rennes le Château. Donc, Arques était supposé être au moins un indice, sinon un lieu où pouvait être un trésor. D'accord. Alors, selon Gérard de Sède. Mais déjà, Arques. Arques, ou alors le nombre de gens qui ont été, avec leur poêle à frire, retournés, et à tel point que le fameux tombeau pouvait être... les gens l'ont dynamité. En ont eu marre. On dit, on veut... Mais ils avaient... on va le détruire, on arrête. Voilà. Ils ont dit, on arrête. Terminé. Plus de tombeau. Donc, on ne sait plus où il est, évidemment, il est dynamité. Donc, Arques, cette même ville, ou village, récemment, on a a trouvé des statuettes égyptiennes. Mais vieilles, pas des trucs bidons. Non, des vraies des statuettes antiques égyptiennes. Oui. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. On sait pas d'où ça vient. Mais là, c'est un mythe, où ça peut se raccrocher à un mythe. Historiquement, la chose la plus probable, c'est que ça soit, puisque dans la strate de recherche archéologique, la strate archéologique, où ces statuettes ont été retrouvées, c'est du 19e. Donc, campagne napoléonienne, vraisemblablement. Voilà, c'est quand même pas Marie et Jésus les premiers qui sont venus et qui ont fait tomber deux statuettes. Donc, ce qui est le plus probable, c'est que c'est des statuettes qui ont été ramenées par un soldat de Napoléon suite à la campagne d'Égypte, et qui, ça s'est retrouvé là. Mais en attendant, à Arques, on a trouvé,
voilà quelque chose qui peut se raccrocher à un mythe. Oui. Donc ça peut ressurgir de cette manière. Il y a des gens qui peuvent bâtir là-dessus, bâtir quelque chose de nouveau. Ce que je vous propose, Jean-Yves Gaucher, c'est qu'on se retrouve dans 10 ans pour voir où on est. J'espère que ça ressortira avant. Voir si ces statuettes égyptiennes ont été récupérées. La soupe serait froide. Merci beaucoup Jean-Yves Gaucher, en tout cas d'avoir été mon invité durant ces 2 heures. Bonsoir pour tout le parler de Rennes-le-Château. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de publication de cette revue bimestrielle qui s'intitule Effervescience au pluriel, science au pluriel. Et qui est dans les kiosques. Et qui est dans les kiosques, 2,50 €, c'est vraiment pas cher, avec énormément de sujets portant sur la science et quelquefois sur des phénomènes, soit des mystères historiques ou soit des phénomènes paranormaux, des mystères tout court en tout cas. Si vous voulez en savoir plus, reportez-vous au site internet Effervescience, science au pluriel, effervescience.com. Merci beaucoup Jean-Yves Gaucher. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite un excellent début de nuit, une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. On se retrouvera samedi et dimanche prochain avec des sujets passionnant. Samedi prochain, les mystères du Tarn. Nous irons nous balader avec des auteurs qui ont publié un livre sur les mystères de leur département. Et ensuite, en deuxième heure, nous terminerons notre enquête sur le tombeau de Jésus. Vous savez, avec ce documentaire qui sera projeté, qui passera sur TF1 mardi prochain aux alentours de 23h20. Un documentaire signé James Cameron. Donc, nous reviendrons avec des archéologues sur ce documentaire. Dimanche prochain, les apparitions à Fatima, au Portugal. Le 13 mai dernier, c'était le 90e anniversaire de ces apparitions. L'occasion donc de faire le point sur ces apparitions et notamment le secret d'une des prophéties qui aurait été divulguée là-bas lors de ces apparitions. Bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. Rendez-vous samedi et dimanche prochain, 22h minuit, 0826 300 300 pour nous laisser un message ou un témoignage sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange ou encore un mail étrange@sudradio.fr pour nous écrire.